Titre du chapitre: Troisième victoire. En bref, la tâche du concile consistait à examiner des schémas ou des avant-projets de constitution et de décrets, et à les amender, puis à les adopter ou à les rejeter. Pour comprendre ce qu'impliquait le rejet d'un schéma, chose qui advint à plusieurs reprises au cours de la première session, il convient de jeter un coup d'œil sur l'histoire de ces schémas, dont la préparation demanda 3 ans et 5 mois d'intense travail avant l'ouverture du concile, ce qui veut dire que ça commença en 1959. Cette première phase commença le dimanche de Pentecôte, 17 mai 1959, lorsque Jean XXIII créa une commission anté-préparatoire, présidée par son compétent secrétaire d'État, le cardinal Tardini, et ayant pour mandat de l'aider à déterminer les sujets à traiter au concile. Entre parenthèses, le droit canonique dispose qu'il incombe au pape de fixer les sujets à traiter et les procédures à suivre par un concile œcuménique. Fermez la parenthèse. Le souverain pontife choisit pour membres de cette commission 10 représentants des congrégations romaines, un par congrégation, et en nomma secrétaire un autre membre très compétent de la curie, Monseigneur Felici. 12 jours après sa nomination de la présidence de la commission anté-préparatoire, le cardinal Tardini invita les sacrées congrégations à entreprendre une étude exhaustive de tous les sujets relevant de leurs compétences et à faire des propositions précises sur les sujets dont elles estimaient souhaitable qu'ils fussent présentés aux futures commissions préparatoires. 3 semaines plus tard, il adressa à 2593 prélats du monde entier une lettre les informant que le pape désirait bénéficier de leur collaboration pour l'établissement des matières qui seraient discutées au concile. À l'origine, le cardinal Tardini avait eu l'intention de leur envoyer un questionnaire mentionnant un certain nombre de sujets, mais cela risquant d'être interprété comme une sorte de pression exercée par la curie romaine en vue de limiter les débats à certaines questions, et sachant en outre combien le pape était soucieux de créer une atmosphère de discussion franche et ouverte, il décida de n'en rien faire. Dans sa lettre, il ajoutait que les prélats avaient toute latitude de consulter, entre guillemets, des clercs prudents et experts, fermez les guillemets, pour la formulation de leurs réponses. La lettre fut envoyée non seulement à ceux qui, en vertu du droit canonique, avaient le droit d'assister au concile, mais aux évêques auxiliaires, aux évêques et préfets apostoliques, et aux supérieurs généraux de congrégations religieuses non exemptes. En juillet 1959, le cardinal Tardini invita les recteurs des universités catholiques et les doyens des facultés de théologie, 62 en tout, tant à Rome qu'ailleurs, à préparer une série d'études sur des questions qu'il considérait comme particulièrement opportunes et importantes. Entre guillemets, d'après ce que nous sommes en mesure de prévoir aujourd'hui, dit-il au recteur et doyen de Rome, il est plus que probable que le concile aura un caractère plus pratique que dogmatique, plus pastoral qu'idéologique, et qu'il promulguera plutôt des normes que des définitions. Cela n'exclut pas la possibilité ou la nécessité d'un rappel, d'une réaffirmation des points de doctrine, qui ont aujourd'hui le plus d'importance, et qui sont en but à le plus d'attaque. Cela n'exclut pas non plus la possibilité ou la nécessité de résumés et de rappels préalables, rapides et sereins, des principes doctrinaux, avant que ne soient fixées les normes pratiques. Fermez les guillemets. Une deuxième lettre fut adressée par Monseigneur Felici au prélat qui n'avait pas encore répondu le 21 mars 1960. Il écrit « Le souverain pontife, s'intéressant directement et personnellement à la direction et à la préparation des travaux conciliaires, vous serez extrêmement reconnaissant de votre réponse. » Fermez les guillemets. Il joignait à sa lettre copie de la lettre écrite 9 mois plus tôt par le cardinal Tardini. Le total des réponses reçues aux 2 lettres se montra à 1998, soit 77%. Les plus hauts pourcentages furent accusés par le Mexique, 92%, l'Espagne 93%, l'Irlande 94%,
le Congo 95%, l'Indonésie 100%. Les États-Unis ne répondirent qu'à 70, 151 sur 216, et le Canada à 69, c'est-à-dire 62 sur 90. Ces bas pourcentages s'expliquant par le manque de réaction des évêques et archevêques titulaires. Pour les évêques et archevêques résidentiels, le pourcentage fut de 89% aux États-Unis et de 90% au Canada, et en Allemagne, il atteignit 100%. Monseigneur Felici travaillait tranquillement avec 9 assistants dans un ensemble de 10 bureaux situés à l'ombre de Saint-Pierre. Leur travail consistait à classifier et à résumer les recommandations qu'apportait le courrier. Les lettres étaient d'abord photocopiées, puis les originaux étaient classés. Les photocopies étaient ensuite découpées en sections, que l'on groupait en fonction du sujet abordé. Jean XXIII devait dire plus tard qu'il avait lui-même suivi ces travaux, qu'ils avaient été exécutés avec précision et soin, entre guillemets, et qu'il avait très soigneusement examiné les suggestions faites par les évêques, les propositions des sacrées congrégations, ainsi que les vœux et les monographies des universités catholiques. Les réponses des prélats emplirent 8 grands volumes, celles des universités et des facultés de théologie, 3 grands volumes, celles des sacrées congrégations, 1 volume. Outre ces 12 volumes, il y en avait un renfermant les déclarations du souverain pontife sur le concile, 2 contenant une analyse des propositions faites par les prélats, et 1 volume d'index. Ces 16 volumes, représentant près de 10 000 pages, allaient servir de base aux travaux de futures commissions préparatoires. Monseigneur Felici et son personnel accomplirent ce travail en l'espace d'1 an. La commission anté-préparatoire était désormais en mesure d'indiquer les sujets qui mériteraient une étude attentive de la part du Concile. Elle pouvait également suggérer, c'était une autre de ses tâches, une structure qui permit de mener à bien la seconde phase du travail préparatoire du Concile. Le dimanche de Pentecôte, 5 juin 1960, Jean XXIII inaugura cette seconde phase, en créant 12 commissions préconciliaires et 3 secrétariats, le tout coiffé d'une commission centrale, à laquelle étaient attachées 3 sous-commissions. Le pape présidait en personne la commission centrale préconciliaire, qui comprenait 108 membres et 27 consulteurs venant de 57 pays. Lors de la préparation du premier concile du Vatican, l'homologue de cette commission avait compris 9 membres, tous cardinaux, et 8 consulteurs venant de 4 pays. Cet organe central servait d'agence de coordination aux autres groupes, supervisait leurs travaux, amendait leurs textes, les déclarait propres ou impropres à être soumis au concile, et faisait rapport au pape sur les conclusions auxquelles étaient arrivées les commissions et secrétariats, afin qu'il pût lui-même décider des sujets qui seraient traités au concile. Lorsqu'il créa la commission centrale préconciliaire, Jean XXIII en nomma secrétaire général Monseigneur Felici, qui avait alors 48 ans, et à qui il conféra 3 mois plus tard la dignité d'archevêque titulaire de Samosate. Bien que Monseigneur Felici fût essentiellement canoniste, le latin était son violon d'Ingres. C'est une expression pour dire que c'est peut-être sa spécialité, et il avait publié plusieurs volumes de poèmes latins. Né à Segni, où son oncle maternel, supérieur du séminaire, lui avait inculqué l'amour du latin, il avait été ordonné prêtre à l'âge de 22 ans. Nommé juge de la Rote romaine à 36 ans, il en dirigeait l'école de jurisprudence, le Studio Rotale, lorsque Jean XXIII le choisit pour préparer les travaux du concile. Le 9 juin 1960, Monseigneur Felici adressa aux membres des commissions conciliaires et des secrétariats le texte des sujets à étudier, tels qu'ils avaient été choisis ou approuvés par le souverain pontife. 4 mois plus tard, ces organes commençaient officiellement leur activité. Jean XXIII reçut dans Saint-Pierre les 871 personnes impliquées, dont 67 cardinaux, 5 patriarches, 116 archevêques, 135 évêques, 200 prêtres séculiers, 282 prêtres réguliers et 8 laïcs.
Après 2 années de travail, qui prirent fin à la veille du concile lors de la dissolution de la plupart de ses organes, 75 schémas étaient prêts. Certains d'entre eux n'étaient que de simples chapitres de schémas plus amples. D'autres devaient être plus tard fusionnés par la commission centrale préconciliaire, et d'autres enfin, jugés trop spécialisés pour être discutés en concile, furent renvoyés à la commission pontificale pour la révision du code de droit canonique. Les 75 schémas se trouvèrent ainsi réduits à 20. Monseigneur Carbone, membre du secrétariat général, devait plus tard souligner qu'il ne s'agissait encore que entre guillemets, d'avant-projets susceptibles d'amélioration. 2 points. Comme lors des autres conciles, il ne serait parachevé qu'au cours des débats du concile, avec l'assistance du Saint-Esprit. Fermez les guillemets. Il était néanmoins hors de doute, dit-il, qu'aucun concile n'avait bénéficié d'une préparation aussi vaste, entre guillemets, menée avec une telle diligence et si profonde. Fermez les guillemets. Le 13 juillet 1962, 3 mois avant l'ouverture du concile, Jean XXIII décréta que les 7 premiers schémas, officiellement intitulés « Première série de schémas de constitution et décrets », seraient envoyés aux pères conciliaires du monde entier. Comme ils portaient un numéro d'ordre, la plupart des évêques supposèrent que l'on avait l'intention de les traiter dans l'ordre ainsi indiqué. Peu après, 17 évêques hollandais se réunirent à Hertogenbosch sur l'invitation de Monseigneur Becker, évêque du lieu, pour discuter des schémas. Les 4 premières constitutions dogmatiques, intitulées « Les sources de la révélation » et « La préservation intégrale du dépôt de la foi », puis « L'ordre moral chrétien », puis « Chasteté, mariage, famille et virginité », ne plurent pas, et l'on convint que la 5e, qui traitait de la liturgie, était la meilleure. Après discussion, il fut décidé qu'un commentaire serait préparé et largement diffusé parmi les pères conciliaires, c'est-à-dire qu'on soulignerait la faiblesse des constitutions dogmatiques et l'on suggérerait de placer le schéma sur la liturgie en tête de l'ordre du jour du concile. En fait, l'auteur unique du commentaire, publié sous le couvert de l'anonymat, était le père Schillebeeckx, O.P., d'origine belge, professeur de dogme à l'université catholique de Nimègue et théologien de la hiérarchie hollandaise. Son texte critiquait violemment les 4 constitutions dogmatiques, qu'il accusait de ne représenter qu'une école de pensée théologique. Seul le 5e schéma était selon lui un véritable chef-d'œuvre. Entre guillemets. Il convient de noter que le mouvement liturgique s'était répandu en Europe depuis plusieurs décennies, et qu'un très grand nombre d'évêques et d'experts des pays rhénans, donc c'est-à-dire l'Allemagne, la Hollande, avaient été choisis par Jean XXIII pour faire partie de la commission préconciliaire de liturgie. Ils avaient ainsi réussi à insérer leurs idées dans le schéma et à obtenir l'approbation d'un document qui leur paraissait très acceptable. À la première page de son long commentaire, le père Schillebeeckx écrivait, je cite, « Si vous estimez que le commentaire qui suit demande un temps plus long d'étude et de réflexion, il pourrait être bon de demander à la présidence du concile que les schémas 5, 6 et 7 soient traités en premier lieu, et que l'on n'examine qu'ensuite les 4 premiers. » Fermez les guillemets. Dans une deuxième remarque, il allait plus loin encore. Je cite, « On pourrait se demander s'il ne vaudrait pas mieux réécrire complètement les 4 premiers schémas. » Fermez les guillemets. Cette complète révision était en réalité le but auquel on tendait. Une troisième remarque suggérait que Vatican II suivit l'exemple de Trente, du Concile de Trente, et s'abstint de trancher des questions qui étaient encore matière de controverse entre théologiens. Le père Schillebeeckx suggérait également que l'on évitât un style scolaire, tant dans le langage que dans le traitement, et que, entre guillemets, la bonne nouvelle fut proclamée avec bonne volonté et de manière positive, fermez les guillemets. Des versions latines, anglaises et françaises du commentaire furent préparées.
Monseigneur Van Wallenberg, capucin franciscain hollandais, en fit tirer à Rome près de 1500 exemplaires, qui furent distribués aux évêques de tous les pays dès leur arrivée. Avant la diffusion de ce commentaire, les diverses conférences épiscopales n'avaient pas eu connaissance de ce que pensaient des 4 premières constitutions dogmatiques les évêques des autres pays. Et comme disait un prélat, entre guillemets, ce ne fut qu'après avoir vu le commentaire que les pères conciliaires osèrent dire ce qu'ils pensaient des schémas, fermez les guillemets. Par suite de cette initiative hollandaise, de nombreuses pétitions furent remises par des conférences épiscopales ou par des évêques isolés à la présidence du concile, afin que fût différée la discussion des 4 premières constitutions dogmatiques et que le schéma sur la liturgie fût traité en premier. En fait, aucune décision n'avait été prise quant à l'ordre dans lequel les schémas seraient débattus. Cela relevait de la compétence de la présidence du concile, que déterminait le règlement intérieur du concile. La proposition fut fermement appuyée au cours d'une réunion des présidents du concile qui suivit la brève première congrégation générale du 13 octobre par les cardinaux Frings, Liénard et Alfrink. Ce dernier est archevêque de Utrecht, en Hollande. Le lundi suivant, Jean XXIII reçut les 10 présidents en audience privée. Le lendemain matin, il fut annoncé dans l'aula conciliaire que le premier schéma soumis à discussion serait la Constitution sur la liturgie. Cette annonce, faite le 16 octobre au cours de la deuxième congrégation générale, marqua une nouvelle victoire pour l'Alliance européenne du Nord. Alors que les 2 premières victoires, l'ajournement des élections et l'introduction au sein des commissions de candidats soigneusement choisis, furent largement commentées dans la presse, et cette 3e victoire passa presque inaperçue. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le sujet de la Sainte Liturgie. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo et n'oubliez pas de prier. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est, qui était et qui vient.